L'interview de Thierry Pupier en exclusivité sur votre chaîne LF Modélisme, c'est de suite et c'est pour vous. Bonjour et bienvenue sur LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui et pour vous, en exclusivité, je vous propose un interview de monsieur Thierry Pupier, l'animateur vedette de sa chaîne YouTube Aiguillage. Tout le monde reconnaît sa voix. Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du lundi d'aiguillage. C'est donc avec un réel plaisir que je vous propose de découvrir Thierry Pupier à travers ce petit reportage le concernant. Tout le monde connaît ces super reportages qui nous font rêver tous les lundis et tous les jeudis sur sa chaîne YouTube. Mais Thierry, qui es-tu ? Bonjour Loïc et merci de m'accueillir sur ta chaîne. Alors tu veux savoir un petit peu qui je suis ? J'ai 55 ans, j'ai 3 enfants qui commencent à être un peu grands puisque la plus jeune a 21 ans, il y a 2 filles, un garçon au milieu et puis sinon dans la vie il y a pas mal de choses qui me passionnent dont les trains et je suppose que c'est pour ça que tu as souhaité venir vers moi. Mais voilà, je m'intéresse aussi beaucoup à la production audiovisuelle, j'ai toujours été assez passionné par le travail sur l'image et sur le son, un peu la musique aussi, que j'ai pratiqué quand j'étais plus jeune, et l'histoire. Voilà, c'est un petit peu tous les domaines qui m'intéressent le plus. Oui, mais alors Thierry, raconte-nous, comment t'es-tu passionné pour le train modélisme, pour les trains en général, et depuis quand ça remonte, cette passion ? Ma passion pour les trains, je pense que je la dois à mes grands-parents en fait, qui habitaient avenue Berthelot à Lyon. C'est à quelques centaines de mètres de la sortie sud de la gare de Perrache, un endroit où maintenant, pour situer, il y a une nouvelle gare qui s'appelle la gare Jean Vassem et qui n'existait pas du tout à leur époque. Mais il y a 4 voies et voilà, tu imagines que quand tu vas passer tes dimanches après-midi chez tes grands-parents, tu trouves des fois le temps un peu long quand t'es grand, les discussions d'adultes, ça te passionne pas particulièrement. Alors moi j'avais pris l'habitude de prendre mon petit fauteuil d'enfant et puis d'aller m'asseoir à la fenêtre et de regarder, et même je crois que je comptais savamment les trains qui passaient. Alors je comptais le nombre de turbotrains, le nombre d'autorails, le nombre de trains électriques que j'avais vus dans une journée. Les locomotives à vapeur, honnêtement, je n'ai aucun souvenir d'en avoir vu. Il est possible qu'il y en a eu quelques-unes, mais a priori à mon époque, elles se faisaient déjà un peu rares. Donc ça c'est pour, je dirais, plutôt la passion pour les trains réels. C'est plutôt de là que ça m'est venu. Et pour ce qui est des trains miniatures, je pense que quand on commence à observer les trains réels, on s'intéresse à un moment ou à un autre aux trains miniatures. Et là, je crois qu'il y a 2 choses. D'abord, toujours à Lyon, au Brotteaux, il y avait un grand réseau qui s'appelait le petit train des Brotteaux. Et c'était ma sortie favorite quand on allait là-bas. C'était ouvert, je me rappelle, le dimanche matin. J'étais absolument émerveillé par cette grande maquette. Et l'autre chose, c'est que je regardais le mercredi après-midi, je regardais assez peu la télé, mais je regardais le mercredi après-midi une émission qui s'appelait Les Visiteurs du mercredi, c'était avec Soisy Corne et Patrick Sabatier. Et de temps en temps, il y avait des reportages sur des modélistes et j'étais assez passionné, je me rappelle, du fait de pouvoir voir comment les réseaux étaient faits, puis surtout de voir l'envers du décor. C'est un peu ce qu'on retrouve des fois dans Aiguillage, d'ailleurs, c'est peut-être pas tout à fait un hasard. Quel est ton parcours professionnel dans ta vie et surtout comment t'es venue l'idée de créer cette chaîne YouTube afin de partager avec nous tous ta passion, tes connaissances? Vraiment, c'est un régal. Et depuis quand as-tu eu l'idée de créer cette chaîne YouTube? Je suis journaliste, il y a plusieurs choses qui, je te le disais, me passionnent dans la vie et j'ai toujours été assez fasciné aussi par le travail sur l'image et le son. Et ça remonte à assez vieux puisque je me souviens que mon premier reportage, je pense que il valait ce qu'il valait, mais je l'ai fait, je devais avoir 6-7 ans, j'étais en tous les cas en CP à l'école élémentaire. Et dans mon quartier, il y avait une question que les parents se posaient autour de la sécurité autour de l'école. Et ils voulaient qu'un feu soit installé en plus du passage protégé qui existait. Et je me souviens avoir pris mon plus beau magnétophone à cassette, équipement extraordinaire dont je pouvais disposer à l'époque, un micro, et j'avais été interviewé sur ce sujet, le maire de la commune, et j'avais diffusé l'interview en classe au cours d'un exposé que j'avais fait sur ce sujet-là. Voilà, donc là, la passion de ce travail sur l'image et sur le son m'a vraiment jamais quitté. Ensuite est arrivé le multimédia, les premiers CD-ROM, les sites internet, et je me suis dit, c'est juste extraordinaire. Petit à petit, je rêvais vraiment de devenir journaliste, et je me suis dit, je vais préciser les choses, je vais devenir journaliste multimédia. Donc j'ai fait des études pour être journaliste, j'ai travaillé quelques années d'ailleurs en tant que journaliste, j'ai même eu ma carte de presse à une certaine époque, j'étais directeur d'une radio locale notamment, et le multimédia est arrivé et je me suis dit là il y a quand même un truc assez extraordinaire qui est en train de se jouer.
On commençait à avoir des CD-ROM, Internet c'est arrivé juste un tout petit peu après, mais je me disais, ouais, c'est quand même assez extraordinaire ce qui est en train de se passer, et si on arrive à allier la puissance de l'image, du son et de l'informatique, alors là on touche à quelque chose qui est vraiment juste un monde absolument passionnant, fascinant, dans lequel j'ai envie de plonger corps et âme. Donc j'ai refait un an d'études en me disant, je vais devenir journaliste multimédia. C'était au tournant des années 2000, autant te dire que voilà, je suis pas devenu tout de suite journaliste multimédia. À l'époque, j'étais plutôt un extraterrestre et les gens me disaient, ouais, ok, mais vous savez programmer ou est-ce que vous êtes graphiste? Parce que tout ce qui était travail sur les contenus, à l'époque balbutiante de l'Internet et du multimédia, c'était absolument pas une question qui se posait. Alors ça a été un petit peu compliqué, je te le cache pas, pour me réintégrer professionnellement après cette nouvelle année d'études, mais on m'a assez vite proposé, vu mon profil, vu mon parcours, de faire de la formation professionnelle pour justement aller expliquer aux entreprises ce qui était en train de se passer dans ce nouveau monde, l'arrivée d'Internet. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer? Quel avantage pourra en tirer les entreprises? Voilà, j'ai commencé à faire de la formation comme ça. Et puis ensuite, j'ai fait de la formation sur plein de choses, en fait, sur un peu de bureautique pendant quelques temps. C'était un petit peu un passage obligé pour les gens qui faisaient de la formation à l'époque. Mais très vite, je me suis spécialisé dans la création de sites internet et bien sûr le travail sur l'image et sur le son. Et dès que j'avais l'occasion d'animer des formations sur les sujets de la vidéo, je sautais sur l'occasion et je les animais. Donc c'est comme ça que j'ai créé une petite société. Tout simplement pour m'employer moi-même, parce que j'avais besoin d'une structure qui puisse facturer mes clients. Et j'ai développé comme ça une activité de formation qui, pour dire ce qu'il en est, m'a beaucoup passionné, mais qui m'a éloigné du terrain. Donc je faisais plus de reportage, je faisais plus de journalisme, et ça me manquait. Alors je me suis dit, dans ce cadre-là, puis en plus il y avait quelque chose qui me gênait beaucoup, c'était de me dire, si je continue comme ça, je vais devenir un enseignant, comme malheureusement il en existe certainement pas mal, qui n'a plus aucun contact avec la réalité, qui continue à enseigner quelque chose, mais voilà, qui ne pratique pas. Donc ça me gênait beaucoup, et je me suis dit, je vais trouver un sujet qui me passionne suffisamment pour que je puisse y consacrer un petit peu de temps, et puis je vais lancer, alors à l'époque je ne parlais pas d'une chaîne YouTube du tout, je voulais lancer un podcast, toujours cette passion de la radio qui me reprenait. Je vais lancer un podcast, et le thème, je ne l'ai pas cherché très longtemps, je me suis dit, je vais lancer un podcast sur le thème du train, et c'est comme ça qu'Aiguillage est parti. Au bout de 3 mois, je crois, je me suis acheté une caméra en me disant, c'est génial de parler de train, mais c'est quand même encore mieux qu'on les voit. Et Aiguillage a fait comme ça ses premiers pas. J'ai fait mes premiers reportages vidéo en testant, en me disant, je vais voir. Et j'ai très vite adopté, je pense qu'au bout de la première année, il n'y avait plus que des reportages vidéo sur la chaîne. Alors pas autant qu'il y en a aujourd'hui, mon rythme de production était quand même très limité par l'activité professionnelle très prenante que je pouvais avoir alors. Mais voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer Aiguillage. Tes reportages doivent te consacrer énormément de temps. Et ça, je le sais moi-même également. Mais toi-même, est-ce que tu as un réseau? Est-ce que tu as le temps de te faire plaisir? Est-ce que tu collectionnes des modèles? Parle-nous-en, s'il te plaît. Oui, ça prend beaucoup de temps de produire un reportage. J'ose pas trop compter parce que je me dis des fois que j'arrêterai tout de suite. Mais je pense qu'on peut objectivement compter hors du temps de tournage. À peu près pour le montage, à peu près, 1 minute de montée, c'est 1 heure de travail. Donc ça consiste à écrire un commentaire, donc faire des recherches, écrire le commentaire, l'enregistrer, le monter, rajouter des images qui vont par-dessus, l'exporter, etc., etc. Donc tout ça, voilà, si je fais un reportage d'une dizaine de minutes, c'est une dizaine d'heures de travail. S'il en fait 15, c'est 15 heures de travail. Voilà, c'est assez progressif comme ça. Donc oui, ça me prend énormément de temps. Et non, je n'ai pas de réseau, je ne collectionne pas non plus de modèles. Moi, j'ai eu un train, évidemment, quand j'étais petit. Ça a été là aussi une grande passion. Je crois que ça a été mon jouet préféré, mais certainement comme beaucoup de petits garçons à l'époque. Donc oui, j'ai eu un réseau de trains. J'ai construit ce réseau sur une planche que je pouvais poser sur mon lit et ensuite mettre contre le mur quand je ne m'en servais pas. Ça a été j'en ai gardé de très très bons souvenirs. J'ai même gardé ce matériel. Et j'en ai fait cadeau à mon fils quand il a commencé à s'intéresser à son tour au train. Mais non, moi je suis pas modéliste et je suis pas collectionneur. Voilà, comme je te le dis, ma démarche est plus une démarche de curieux, une démarche de journaliste. Voilà, ce monde-là m'intéresse, j'ai envie de le faire connaître, mais voilà, je suis pas pour autant un modéliste ou un quelconque praticien du train miniature. Avec la multitude de reportages que tu nous proposes chaque semaine et le nombre incalculable de réseaux que tu as dû rencontrer et de personnes, pour toi, quelle est ton échelle favorite? Le HO, le N
ou autre échelle. Peux-tu nous en dire plus? Car il est vrai que tu as dû voir une multitude de réseaux. Mais toi, Thierry, qu'est-ce que tu aimes? Honnêtement, je n'ai pas vraiment d'échelle favorite. Moi, j'essaye que Aiguillage soit le reflet de ce qui se fait dans le monde du modélisme ferroviaire, pour ce qui est des reportages, en tous les cas, qui touchent au modélisme. Et le fait est qu'il n'y a pas photo. Quand tu te promènes un petit peu dans ce milieu-là, tu t'aperçois que dans les clubs, dans les expositions, il y a une échelle qui domine, hein, c'est quand même le HO qui est le standard, même si d'autres existent à côté, et j'essaye aussi de m'en faire l'écho, mais bon, voilà, le fait est qu'il y a beaucoup moins de réseaux à l'échelle Z qu'il y en a à l'échelle HO. Alors si moi je devais avoir une préférence, je me suis souvent posé la question quand même de me dire, et si moi je pratiquais, qu'est-ce que je ferais? Je pense que j'ai une petite attirance pour les grosses échelles. Le train de jardin, c'est un truc qui me branche bien. Moi, j'ai pas de jardin, donc la question s'est pas posée. Sinon, je me disais que peut-être le zéro, parce que je trouve, j'ai entendu ça de la part dans la bouche d'un gamin dans une exposition, et je trouve que c'est complètement vrai. Il disait à son père, oh, on dirait des vrais. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça qui me fascine un petit peu dans cette échelle. Il n'y a pas de côté snobisme de dire voilà le zéro, c'est une échelle où le matériel coûte très cher, etc. C'est pas forcément vrai. Il y a des gens qui fabriquent du matériel de toutes pièces à l'échelle zéro sans que ça coûte grand-chose. Mais voilà, peut-être que j'aurais plutôt une attirance vers les gros modèles plutôt que les petits. Mais voilà, mais enfin, encore une fois, le problème ne se pose pas parce que je me positionne pas en tant que modéliste en faisant cette chaîne aiguillage. Oh, sinon, Thierry, as-tu un train favori? Un train favori, oui, j'ai un petit élément de réponse un peu plus concret à te donner par rapport à ça. Quand j'étais gamin, j'ai longtemps rêvé d'avoir un train électrique. Hein. Je l'ai commandé plusieurs fois pour Noël, pour mes anniversaires. Je ne sais plus quel âge j'avais quand j'ai commencé à faire ces commandes et quand est-ce que c'est vraiment arrivé. Mais c'est mon parrain qui m'a offert un train. Et à l'époque, pour moi, c'était presque je me rappelle d'avoir ouvert ce coffret, donc j'étais fou de joie d'avoir un train électrique, ça c'est clair. Et en même temps, j'ai une toute petite pointe de déception parce qu'en fait, il m'a offert un coffret Jouef qui était la Flèche d'Or. Et la Flèche d'Or, c'était un train qui était composé d'une locomotive diesel. Et pour moi, à l'époque, le train, il était plutôt électrique. Je ne sais pas pourquoi. Je m'attendais à avoir peut-être une CC 6500 ou quelque chose comme ça. Et cette machine, finalement, je pense que j'ai tellement été heureux d'avoir ce train, tellement voilà, j'ai beaucoup investi dedans, je finis par devenir un adepte inconditionnel de la CC 72000. Et si je devais choisir un matériel, je dirais, voilà, c'est celle-là. Et je suis très heureux qu'à Lyon, qui plus est, il y a une association qui s'appelle l'ARCET, qui en est pris une sous son aile, qui est en train de la remettre en état, qui va prochainement la faire circuler. En tous les cas, moi, j'ai déjà eu l'occasion de monter à plusieurs reprises dans la cabine de cette machine qui m'a tellement fait rêver quand j'étais gamin, que voilà, si je devais avoir une petite machine fétiche, ça serait celle-là. Depuis quelques années à présent, on a vu que le modélisme ferroviaire a beaucoup évolué. En plus, avec toutes les technologies digitales au jour d'aujourd'hui, toi, quel regard portes-tu justement sur cette évolution au jour d'aujourd'hui en termes de modélisme ferroviaire? Je disais qu'il y avait plusieurs choses qui me passionnaient dans la vie et il y en a une auquel j'ai commencé à m'intéresser à partir de l'adolescence, c'est l'informatique, la micro-informatique qui arrivait à cette époque. Et du coup, j'avais envie de comprendre. Alors moi, je suis un pur produit littéraire. Hein. Je suis ni technicien, ni scientifique, mais j'avais envie de comprendre comment un ordinateur fonctionnait et surtout comment je pouvais mettre l'ordinateur au service de mes autres points d'intérêt. Donc, comment travailler l'image, comment produire des sons sur un ordinateur et aussi, pourquoi pas, comment en tirer parti pour améliorer ma maquette, même si elle est restée toujours à l'état d'un réseau relativement basique. Voilà la question de est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution grâce à ça pour pouvoir faire circuler plusieurs trains simultanément, les garer et décider que dans un dépôt, ça soit telle machine qui démarre et pas sa voisine. Ce qui, en analogique, est certainement possible, mais quand même extrêmement compliqué. Donc voilà, je me suis intéressé à tout ça, et forcément quand je vois aujourd'hui l'arrivée, il y a déjà pas mal d'années, du numérique ou de technologies comme l'Arduino, je me dis forcément il y a quelque chose de génial. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut absolument s'y intéresser, qu'il faut absolument s'y mettre pour se faire plaisir en jouant au train. On peut jouer au train en faisant de magnifiques décors et en faisant des choses technologiquement parfois assez complexes en restant en analogique, mais en fait il faut quand même se dire que qu'on le veuille ou pas, l'avenir du modélisme, il est quand même dans le numérique. Si on veut y intéresser des jeunes, en particulier, je pense que voilà, l'ordinateur, l'informatique, l'Arduino
les smartphones, tout ce qu'on peut faire autour de ça, c'est un vecteur tout à fait intéressant pour intéresser les plus jeunes à la pratique du modélisme ferroviaire. Ok, super. Franchement, ta chaîne YouTube, que ce soit le lundi ou le jeudi, tu proposes toujours des contenus de qualité. Mais toi, Thierry, est-ce que tu as de nouveaux projets? Est-ce que tu as de nouvelles ambitions, de nouveaux contenus que tu veux nous faire partager dans le futur? As-tu une nouvelle vision de ta chaîne YouTube dans les prochains mois ou prochaines années? Peux-tu nous en parler? Ah bah oui, alors là, j'ai énormément de projets pour ma chaîne YouTube. Le premier gros projet, ça serait d'en faire une chaîne YouTube. Alors ça va peut-être te paraître complètement paradoxal, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai créé Aiguillage, j'ai pas créé une chaîne YouTube. J'ai d'abord créé un podcast qui avait besoin d'un site web pour pouvoir être relayé. Donc j'ai créé le site aiguillage.eu. Et puis donc très rapidement, dans l'année qui a suivi, je suis passé à la vidéo. Et à cette époque, je pense que c'est encore largement le cas aujourd'hui, quand on voulait héberger des vidéos, il fallait le faire en dehors de l'hébergement de son site, tout simplement parce que c'était facturé extrêmement cher par les prestataires. Donc j'ai pas été dans un premier temps sur YouTube qui n'était pas le YouTube qu'on connaît aujourd'hui, donc était beaucoup moins intéressant en termes de possibilités techniques et en termes de qualité aussi d'image. Donc j'ai eu pendant quelques années d'autres prestataires qui ont hébergé les vidéos d'aiguillage. Et puis quand ces prestataires à leur tour ne m'ont plus convenu, je suis effectivement passé sur YouTube, qui avait de son côté bien évolué, surtout après qu'il a été racheté par Google. Et là, il est vraiment devenu le YouTube qu'on connaît aujourd'hui. Mais le fait est que publier une vidéo sur YouTube, eh ben, c'est mettre un premier pas dans tout un écosystème qui a permis de créer une communauté qui s'est réunie autour de cette chaîne. Ce sont les 25 000 ou pas loin de 25 000 abonnés que compte Aiguillage aujourd'hui. Et je dois bien avouer que voilà, depuis l'origine, moi je ne fais pas quelque chose qui soit optimisé pour ce public-là. Alors je suis en pleine réflexion là-dessus, j'ai déjà fait évoluer pas mal de choses sur la chaîne, il y a encore plein de choses qui sont en cours, il faut un petit peu de temps parce que je produis quand même 2 reportages par semaine, donc entre intégrer ces nouveaux concepts au tournage et puis les intégrer dans un flux de montage, je te disais tout à l'heure qu'ils prennent quand même pas mal de temps, voilà, il y a une certaine inertie, ça me prend un petit peu de temps d'arriver à faire bouger tout ça tout en continuant à produire régulièrement. Mais oui, je suis en pleine réflexion sur l'évolution. Alors, peut-être que cette évolution, elle passera à un moment ou à un autre, peut-être assez prochain, vers des contenus qu'on pourra venir chercher sur le site aiguillage.eu qui potentiellement pourront être des contenus un petit peu techniques, un petit peu pointus, que certains qui viennent sur Aiguillage ont plaisir à trouver, mais qui n'ont peut-être pas vraiment leur place sur une chaîne YouTube parce qu'elles risquent de faire fuir des gens qui ne sont pas aussi passionnés et pas aussi spécialisés. Et moi, j'aimerais bien que ces gens pas aussi passionnés, pas aussi spécialisés, s'intéressent quand même au train, aient envie de prendre le train, aient envie de découvrir les trains touristiques, aient envie, pourquoi pas, de ressortir le train qu'ils ont peut-être encore quelque part dans un grenier ou dans une cave pour se mettre à jouer avec, mais sans pour autant leur faire peur. Donc je pense oui qu'il y a déjà une première séparation qui va devoir se faire à ce niveau-là, et peut-être une autre séparation. J'y pense depuis longtemps, je l'ai beaucoup retardé parce que c'est pas ma vision vraiment fondamentale, mais à un moment, je pense qu'il faudrait peut-être que j'arrive à séparer sur une chaîne YouTube le modélisme ferroviaire et sur une autre les trains réels. Alors encore une fois, ma vision, c'était plutôt que tout ça, c'est un ensemble et que on passe joyeusement de l'un à l'autre. Moi, c'est comme ça que je conçois un petit peu les choses. Mais voilà, on parle souvent du fameux algorithme de YouTube. J'ai l'impression que c'est pas comme ça que lui voit les choses. Lui, quand je publie une vidéo le jeudi de train réel, il a tendance à la proposer aux gens qui ont regardé le lundi précédent les vidéos qui concernaient du modélisme, et c'est pas forcément exactement le même public. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu quelque chose qui pénalise quelque part le développement de la chaîne en pratiquant comme ça. Peut-être qu'il va falloir que je sois plus YouTube compatible. Voilà, donc je réfléchis à ça, il est possible. Mais tiens, ça m'intéresse que tu me dises toi-même ou que les gens de ta communauté me disent ce qu'ils en pensent. Voilà, est-ce que je dois franchir ce pas, prendre ce risque, entre guillemets, de repartir à zéro sur une des deux chaînes, soit celle du modélisme, soit celle des trains réels, pour que finalement mieux rebondir et que ça permette à l'une et à l'autre de mieux se développer en permettant à ceux qui viendront sur ces chaînes de savoir exactement ce qu'ils y trouveront. Voilà. Vous saurez que sur la chaîne modélisme, vous ne trouverez que du modélisme et que sur la chaîne train réel, vous ne trouverez que des trains réels. Oui Thierry, effectivement, je pense que dissocier peut-être ta chaîne YouTube en 2 parties, que ce soit pour le modélisme ou les trains réels, me paraît une excellente idée. C'est mon avis personnel.
Mais qu'importe le choix que tu prendras, je pense que les personnes qui te suivent depuis la première heure te suivront dans tes aventures, que ce soit le lundi soir ou le jeudi soir. Ou si tu gardes le même régime actuel, les gens continueront à te suivre et seront toujours plus nombreux. Mais si demain tu viens à faire une nouvelle chaîne le jeudi soir et le lundi soir pour parler de choses différentes, comme tu nous disais par rapport à l'algorithme de YouTube, je pense que les gens te suivront avec plaisir, même pour les deux chaînes. En tout cas, ce sera mon cas. Merci à toi de me consacrer un petit peu de temps et puis de l'espace sur ta chaîne. Je te souhaite de t'épanouir toi aussi dans la pratique du modélisme, alors beaucoup autour des plateaux nord, si j'ai bien compris, mais pas seulement. Et j'espère que ta chaîne se développera elle aussi, parce que je pense que plus on sera nombreux à parler de train et de modélisme ferroviaire sur YouTube et ailleurs, et plus on aura de chances que des gens s'intéressent à toutes ces pratiques et à cette passion, et c'est comme ça qu'elle perdurera. Merci beaucoup, et puis à très bientôt. Merci Thierry, c'était un réel plaisir pour moi que de t'accueillir sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous aussi vous avez apprécié de connaître un petit peu plus donc Thierry Pupier. Je vous rappelle qu'il est l'animateur de sa chaîne YouTube Aiguillage, donc qui paraît tous les lundis soirs et tous les jeudis soirs, qui nous parle donc de train modélisme et de train réel. Pour moi, cette chaîne m'a inspiré beaucoup de choses. Je te remercie fortement Thierry donc pour tous ces super reportages qui sont vraiment instructifs à chaque fois et d'une grande qualité. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour de prochains reportages sur ma chaîne YouTube. J'espère vous voir toujours plus nombreux sur ma chaîne. Moi, je prends plaisir à vous faire plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!